Bonjour, chers collègues, chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau topo portant cette fois-ci sur les tumeurs cérébrales. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de MEDSA qui fait un travail formidable en partageant ces différents cours et différents topos, un programme très très varié. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme introduction, on va dire que les tumeurs cérébrales sont une pathologie fréquente en pratique quotidienne. Donc, il faut savoir que vous allez croiser minimum une tumeur cérébrale, que ce soit dans la pathologie pédiatrique ou chez les adultes, durant votre carrière ou votre pratique. Les tumeurs cérébrales, il faut savoir, ce n'est pas une pathologie propre à la neurochirurgie ou bien à la neurologie. C'est une pathologie à prendre en cours d'une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est très important. Il faut une prise en charge pluridisciplinaire, multidisciplinaire, associant différentes spécialités, telles que le neurologue, neurochirurgien en premier plan, les pédiatres, rééducateurs, etc. Alors, diagnostiquer une tumeur cérébrale, c'est bien, mais la prendre en charge, c'est mieux. Et la prendre en charge à temps. Donc, il faut savoir que tout processus expansif intracérébral mérite une prise en charge spécialisée et très, très rapide. Alors, pour ce qui est de la classification, j'ai un petit peu modifié les choses concernant ce topo d'aujourd'hui, en mettant quelques classifications très, on va dire, très brèves pour simplifier un petit peu les choses. Tout d'abord, une classification par rapport à la topographie, donc la topographie lésionnelle. Il faut savoir que les tumeurs cérébrales peuvent être scindées en deux groupes par rapport à leur lieu de naissance ou leur origine. Tout d'abord, les tumeurs intraaxiales, développées aux dépens du tissu cérébral propre, et les tumeurs extraaxiales. Tumeur extraaxiale veut dire tout ce qui n'est pas développé à partir du tissu cérébral, donc à savoir les méninges, les enveloppes nerveuses, etc. Donc, deuxième classification, toujours topographique, par rapport à la situation anatomique au niveau du compartiment cérébral. Donc, vous avez donc sur ce schéma-là donc une coupe sagittale du compartiment de l'étage encéphalique qui est divisé, qui peut être subdivisé en deux étages. Donc, par rapport à la tente du cervelet, donc qui subdivise l'étage encéphalique en étage sustentoriel, donc tout ce qui est au-dessus de la tente du cervelet, et en étage sous-tentoriel. Donc, l'étage sustentoriel, vous avez tout ce qui est convexité cérébrale, donc hémisphères cérébraux, donc noyaux gris centraux, etc., structure de la ligne médiane. Et au niveau sous-tentoriel, vous avez tout ce qui est donc hémisphère cérébelleux, vermis, et bien sûr V4, transcérébral, etc. Vous avez deux régions un petit peu particulières qu'on peut rajouter à ces différentes structures. Vous avez la région hypophysaire et également la région pinéale, bien la région épiphysaire, qui est centrée sur la, la glande épiphysaire. Donc voici grossièrement la classification topographique des lésions ou bien des lésions tumorales cérébrales. Alors, par rapport à l'âge maintenant, on peut subdiviser encore ces tumeurs cérébrales-là ou bien les classer selon les différents âges. Donc, tout d'abord, chez le nourrisson, il faut savoir qu'il y a une prédominance des tumeurs sustentorielles. Donc, tumeurs sustentorielles, surtout les PNET. Que veut dire PNET? Donc, c'est tumeurs neuroectodermiques primitives. Donc, c'est spécifique, on ne va pas dire spécifique, mais le plus souvent rencontré chez le nourrisson. Chez l'enfant, c'est plutôt les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, donc les tumeurs sous-tentorielles intra-axiales, notamment les méduloblastomes et les épendymomes. Donc, on va voir ça en détail par la suite. Chez l'adulte, c'est plutôt l'étage sustentoriel, donc hémisphérique ou bien convexité cérébrale. Donc, avec les tumeurs intra-axiales comme les tumeurs gliales qui représentent à elles seules presque la moitié de toutes les tumeurs intra-axiales chez l'adulte, et les tumeurs extra-axiales avec les méningios. Alors, pour la classification histologique, la dernière classification qui a été établie jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est la classification d'OMS, la WHO Organization, qui a établi une classification histologique avec une mise à jour en l'an 2016. Donc, on va voir
les différents types de tumeurs cérébrales en détail, en portant sur l'histologie, la clinique, l'évolution, le traitement, etc. Alors, tout d'abord, on l'a dit tout à l'heure, les tumeurs gliales qui représentent à elles seules presque la moitié des tumeurs cérébrales, donc on en rencontre assez souvent en pathologie neurochirurgicale. Vous avez les tumeurs gliales qui peuvent être scindées en plusieurs groupes. Donc, tout d'abord, les astrocytomes pilocytiques. Astrocytomes pilocytiques, donc ce sont des tumeurs de bas grade, donc elles sont bénignes avec un risque de dégénérescence faible ou absent carrément. Ensuite, vous avez les astrocytomes diffus de bas grade, de grade 2, donc c'est un grade 2. Donc, grade 2 veut dire ce sont des tumeurs borderline, donc qui peuvent dégénérer par la suite. Donc, il y a un potentiel quand même de dégénérescence plus tard. Vous avez ensuite les hauts grades. Les hauts grades, ils sont de deux types. Donc, vous avez tout d'abord les astrocytomes anaplasiques de grade 3 et vous avez ensuite les cancers cérébraux. Cancer cérébral veut dire glioblastome. Glioblastome, c'est un type 4. Donc, ce n'est pas la peine. J'entends des gens qui disent glioblastome de type 4. Il n'y a pas de glioblastome de type 3. Donc, dès que vous dites glioblastome, ça sous-entend que c'est un type 4, un haut grade. Vous avez ensuite les gliomes diffus de la ligne médiane. Donc, attention, gliome diffus ne veut pas dire forcément gliome de bas grade. Au contraire, ce sont des tumeurs hautement malignes. Elles se voient surtout chez la population pédiatrique. Vous avez ensuite une autre entité, donc une entité oligodendrocytaire. Donc, ce sont les oligodendrogliomes. Donc, ils peuvent être de bas grade, donc de grade 2 ou de grade 3, anaplasique. Et vous avez enfin les tumeurs épandymères. Donc, on va voir ça en détail. Donc, tout d'abord avec les astrocytomes pilocytiques de grade 1. Du point de vue histologique, macroscopique, c'est une tumeur bénigne, donc on l'a dit, WHO grade 1 ou bien OMS grade 1, à double composante, charnue et kystique. Cette tumeur-là est bien limitée, donc ça veut dire qu'elle n'infiltre pas le tissu cérébral. Pour ce qui est de la microscopie, donc c'est une prolifération astrocytaire pure. Elle est bien différenciée, sans signe d'atypie, donc sans signe d'anaplasie ou d'atypie. Donc c'est une tumeur vraiment bénigne. Donc elle survient chez l'enfant et l'adolescent, mais surtout chez l'enfant. Par rapport à la sémiologie, il faut savoir que les astrocytomes pilocytiques se voient beaucoup au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Donc, vous pouvez avoir un syndrome cinétique, un syndrome cérébello-cinétique le plus fréquemment. Mais bien sûr, elles peuvent être sustentorielles de topographie frontale ou temporale le plus souvent. Donc là, vous aurez une autre manifestation sémiologique. Par rapport au pronostic et à l'évolution, c'est une tumeur de très, très, très bon pronostic. Ceci dit, elles ont un petit potentiel à récidiver si l'exérèse chirurgicale n'est pas totale, bien évidemment. Alors, du point de vue neuroimagerie, alors, pour ce qui est de la neuroimagerie, donc c'est une tumeur, je l'ai dit, à double composante. Donc, sur l'IRM cérébral, ici en séquence T2, vous avez ce nodule-là, donc la portion charnue ou bien le nodule mural, avec une portion kystique ou bien un kyste satellite. Donc, la portion charnue en séquence T2 est en isosignal. Et vous avez la portion kystique qui est de même signal que le SCR, donc en hypersignal. Mais en péropératoire, le liquide est citrin. Donc ça, c'est en séquence T2. En séquence T1 avec injection, la portion charnue est hautement rehaussée, donc un rehaussement intense et homogène de la portion charnue, et bien sûr, la portion kystique qui est en hyposignal. Donc voici pour la première entité histologique sur les tumeurs gliales, l'astrocytome pilocytique. Alors, la deuxième entité qui est sujet de discussion et d'actualité chez les neurochirurgiens et les neuropathologues aussi, ce sont les astrocytomes diffus de bas grade. Pourquoi on les appelle diffus? Diffus ou infiltrants veut dire la même chose. Ce sont des astrocytomes, des tumeurs qui infiltrent le tissu cérébral. Elles infiltrent le tissu à partir des faisceaux blancs d'association, des faisceaux sous-corticaux. C'est pour ça qu'on les appelle astrocytomes diffus de bas grade. Donc, en macroscopie, donc c'est une tumeur, je viens de le dire, infiltrante. Elle est mal limitée, donc on n'en voit pas de limite nette, ni en péropératoire, ni au niveau de l'imagerie. L'aspect est blanc grisâtre, et d'ailleurs, ils sont difficilement identifiables du parenchyme cérébral sain. En microscopie, donc c'est une prolifération pratiquement similaire à plus élevée que les astrocytomes. Alors,
atteignent, elles représentent 30% des gliomes, et bien sûr, l'adulte, on va dire l'adulte jeune de 30 à 40 ans. Donc, J se manifeste sous épilepsie. Donc, il faut faire part des choses. Donc, quand on parle d'astrocytome diffus de bas grade, on parle d'épilepsie. Mais dès que vous avez qui commence à installer, là, il faut savoir que votre astrocytome a commencé à générer. Et là, on passe au degré, aux autres types, le 3 et le 4. Donc, astrocytome diffus de bas grade égale plus souvent et plus fréquemment épilepsie. Alors, pour l'évolution, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, le risque de transformation en eau grade, donc astrocytome anaplasique ou glioblastome, est estimé à 50% d'écart. Donc, vous avez la moitié de vos patients qui vont finir par dégénérer à un moment ou à l'autre. Alors, pour ce qui est de l'imagerie, donc en TDM cérébral, très très difficile de faire le diagnostic sur le scanner, car la lésion peut prêter à confusion avec un AVC ischémique ou bien une autre lésion, vu qu'elle se manifeste par une hypodensité qui est mal limitée. Sur l'IRM cérébral, qui est l'examen de référence, elle se manifeste en hyposignal T1, hypersignal T2 et flair également, avec une absence de prise de contraste. Donc, ce sont des lésions qui sont bas grade, donc borderline, et faiblement vascularisées, donc elles ne prennent pas du tout ou bien très très faiblement le produit de contraste. Là, l'effet de masse est absent ou bien très très faible. Le traitement, c'est l'exérèse chirurgical, bien sûr en conditions éveillées. Donc, cette technique-là, qui est d'actualité maintenant, on pratique souvent cette chirurgie. C'est une chirurgie fonctionnelle. Donc, elle tient à maintenir pardon, la vie ou plutôt la qualité de vie du patient et bien sûr à maintenir la fonction qui est très très importante pour le suivi. Donc la médiane de survie, donc ce sont des tumeurs qui sont de bons pronostics à moyen terme, donc avec une survie à 5 et à 9 ans. Alors voici sur l'imagerie comment sont représentées les tumeurs de bas grade, les astrocytomes de bas grade. Donc voilà sur la séquence T1 sans injection de produits de contraste. Donc, vous voyez, c'est une tumeur qui est hypodense, donc en hyposignal, pardon, puisqu'on parle d'IRM. Et là, on a une absence pardon, de prise de contraste sur la séquence T1 avec injection de gadolinium. Donc, vous voyez là, cette tumeur qui n'est pas du tout rehaussée, ni en centre ni en périphérie, avec un léger effet de masse sur le parenchyme cérébral adjacent. Sur les séquences T2 et séquence flair, donc vous avez la séquence T2 ici et la séquence T2 flair, vous avez cette lésion-là qui est en hypersignal avec des limites qui sont très 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 mal définies sur l'IRM. Bien sûr, vous avez d'autres techniques, donc les techniques dynamiques appelées spectroscopie, qui peuvent bien sûr faire la part des choses sur ces tumeurs-là, donc les astrocytomes de bas grade. Alors, on passe au type le plus, enfin, un peu plus méchant. Ce sont les astrocytomes anaplasiques. Donc là, on parle de tumeurs de haut grade. En macroscopie, donc c'est une tumeur qui est plus ou moins bien limitée, mais qui reste infiltrante par endroits. Elle est d'aspect macroscopique ou bien de couleur grisâtre. Microscopiquement, donc les signes d'anaplasie commencent à apparaître avec une anaplasie focale ou bien diffuse au sein de la tumeur, quelques atypies nucléaires. La nécrose intratumorale est rare sur les prélèvements. La prolifération vasculaire est pauvre, cependant, heureusement. Et l'activité mitotique, par contre, reste élevée. Alors, elle représente malheureusement 10% des gliomes, quand même, ce n'est pas rien. Sur la sémiologie, donc je vous l'ai dit, dès que vous avez des signes focaux, ça veut dire que votre astrocytome commence à dégénérer. Donc là, on passe à l'astrocytome anaplasique. Donc, il peut se manifester par des signes focaux, mais également par de l'épilepsie. Donc, sur la TDM cérébrale, donc c'est une tumeur qui est localisée avec une prise de contraste hétérogène par endroit. Avec, là, ça commence, c'est le DEM périlésionnel. Ça veut dire que c'est une tumeur qui commence à être méchante. Donc, sur l'IRM cérébral, donc, elle se manifeste en hyposignal T1, hyper T2, avec une prise de contraste qui est hétérogène, mais cependant plus faible que lors des glioblastomes. Le traitement, c'est l'exérèse chirurgicale complète si c'est possible, mais il faut savoir que ce sont des tumeurs infiltrantes. L'exérèse chirurgicale totale est parfois très difficile, même impossible.
C'est pour cela d'ailleurs qu'on a recours au traitement adjuvant à base de radiothérapie et de chimiothérapie. La médiane de survie commence à descendre. Là, on est à 18 mois et à 5 ans dans les meilleurs cas. Donc, en imagerie toujours, donc voici l'aspect d'un astrocytome anaplasique, donc avec cette topographie lobaire, donc des signes d'anaplasie qui commencent à apparaître, donc un signal hétérogène au sein de la lésion, donc de l'œdème qui commence à s'installer, donc en périlésionnel, et vous avez cet aspect-là en séquence T2 en IRM, donc l'aspect typique donc, d'un astrocytome anaplasique avec ces signes d'anaplasie qui commencent à s'installer. Alors, les glioblastomes, donc le haut grade, le véritable cancer du cerveau, cancer cérébral. Donc en macroscopie, donc, ce sont des tumeurs très méchantes. Elles sont bien limitées, mais elles sont très très importantes, très volumineuses. Elles peuvent atteindre les 5 cm, mine de rien. Donc la coloration, elle est rosâtre. C'est une tumeur qui est, on va dire, charnue en périphérie et nécrotique au centre. Donc en microscopie, donc, vous avez tous les signes de malignité, à savoir une prolifération qui est non différenciée, pardon, des atypies partout sur vos prélèvements, une nécrose en cardiographie, comme on l'appelle, et une néovascularisation tumorale anarchique, et bien sûr une activité mitotique élevée. Donc malheureusement, les glioblastomes représentent 50 à 60% des gliomes. Quand même, c'est affreux, c'est beaucoup. Donc minimum, vous avez la moitié de vos patients qui auront des néoplasies malignes, des glioblastomes, quand ils se présenteront aux urgences, malheureusement. La sémiologie, donc, c'est toujours de l'épilepsie, des signes focaux, mais là, le plus urgent, c'est l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne qui est générée par la tumeur elle-même, par son volume, mais aussi par l'œdème périlésionnel qui est très important et très volumineux, d'où l'aggravation rapide de cette hypertension intracrânienne. Donc, du point de vue neuroimagerie, vous avez une tumeur qui est hémisphérique, elle est très importante, très volumineuse, avec une prise de contraste importante hétérogène, vu la néovascularisation, un œdème périlésionnel en doigt de gant, et bien sûr un effet de masse assez important sur les structures avoisinantes. Sur l'IRM cérébral, donc elle est en hyposignal ou bien hypersignal T2, mais c'est un signal qui est hétérogène vu la néovascularisation et les phénomènes malins au sein de la tumeur. La prise de contraste est très importante, elle est hétérogène. Et bien sûr, le traitement est chirurgical, donc si on peut bien sûr réaliser une exérèse totale. Mais c'est le plus important afin d'allonger la médiane de survie de votre patient. Bien sûr, les traitements adjuvants sont indiscutables. Il faudra avoir recours à la radiothérapie, chimiothérapie. Alors, voici en image, donc sur une coupe d'IRM, une coupe axiale en séquence T1 avec injection de gadolinium. Vous avez votre périphérie, donc la portion charnue ici, donc en périphérie, donc qui est fortement rehaussée et de manière hétérogène par le produit de contraste, et bien sûr un centre qui est nécrotico-hémorragique, donc un remaniement donc nécrotico-hémorragique au sein de la lésion. Donc vous avez le même aspect chez un autre patient, avec cet aspect-là, donc une volumineuse tumeur, vous voyez là, c'est impressionnant, c'est une tumeur pratiquement hémisphérique, elle prend la moitié de l'hémisphère cérébral, avec un effet de masse, donc et bien sûr l'œdème en doigt de gant qu'on voit ici plus précisément. Alors, pour les glioblastomes, il faut savoir qu'ils sont de deux types du point de vue anatomopathologique. Vous avez le type primaire, ou bien de novo, et le type secondaire. Le type secondaire est, on va dire, ça reste un cancer quand même, mais qui est de meilleur pronostic que le primaire. Donc, le secondaire, pourquoi on dit secondaire? Parce qu'il naît en général, enfin plutôt, il survient sur un terrain ou bien sur un précurseur, donc un astrocytome de grade 2, excusez-moi, ou bien de grade 3. Donc, les caractéristiques, c'est qu'il représente malheureusement seulement 10% de l'ensemble des glioblastomes. Il survient chez le patient âgé de 40 ans, avec un délai diagnostique un peu plus long que le primaire, donc 15 mois quand même, 1 an et demi. Et bien sûr, la nécrose ici est limitée, la médiane de survie est au minimum 18 mois à 2 ans.
Le de novo, donc, il est très très méchant. Il représente pratiquement 90%, la quasi-totalité des glioblastomes. Donc, il survient chez le patient de 60 ans, de sexe masculin. Des diagnostics, donc l'évolution est très très rapide chez ce genre de tumeur. Donc, 4 mois au plus tard. Donc, bien sûr, absence de précurseur. Donc, c'est un primaire. Donc, la nécrose là, elle est étendue et la médiane de survie est plus écourtée. Donc, elle est de seulement 9 mois pour le patient. Alors, une autre entité, donc toujours dans les tumeurs gliales, donc cette fois-ci oligodendrocytaires. Donc les oligodendrogliome qui sont des tumeurs assez particulières, gliales, avec des fois de très très bons pronostics. Donc, alors, du point de vue macroscopique, donc c'est une tumeur ferme ou friable. Elle est non encapsulée, mais cependant qui peut garder un pseudo plan de clivage avec le tissu sain. Donc, c'est une tumeur qui est gris rosâtre, elle est peut-être polylobée. Donc, comme j'ai dit, elle peut posséder un faux plan de clivage avec le parenchyme. Le plus important dans ces lésions, comment on peut les déterminer sur l'imagerie, c'est qu'elles possèdent des calcifications. Donc, elles sont nettes à l'imagerie, au scanner cérébral. Alors, du point de vue microscopie, donc c'est une prolifération oligoastrocytaire bien différenciée, donc sans atypie nucléaire ou bien un très très faible pourcentage d'atypie, une absence de nécrose ou d'hypervascularisation, donc les signes de dégénérescence tumorale, avec une activité mitotique faible. Donc il faut savoir qu'ils peuvent être de deux types. Donc les oligodendrogliomes, pardon, de grade 2, donc les bas grades, ou bien de grade 3, les anaplasiques. Donc quand ils sont anaplasiques, donc c'est un peu plus méchant. Donc vous comprenez que les signes en microscopie changent complètement. Alors, ces oligodendrogliomes représentent 8% des tumeurs gliales. Elles atteignent l'adulte jeune de la quatrième à la cinquième décade. Donc, la sémiologie, donc il s'agit en général de tumeurs de bas grade, des grades 2, qui se manifestent par de l'épilepsie. Donc, pour la TDM cérébrale, donc toujours comme les astrocytomes de bas grade, c'est une hypodensité qui est mal limitée. Ce qui fait la différence, ce sont les calcifications. Donc, l'IRM cérébral, ce sont des lésions en hyposignal T1, donc en hypersignal T2 en nid d'abeille. En nid d'abeille, pourquoi? Parce qu'il y a une hétérogénéité de la lésion, il y a une masse charnue, mais également des calcifications qui font toute la, la, l'hétérogénéité de la lésion. La prise de contraste, elle est modérée et la topographie, en général, elle est lobaire, elle est frontale ou temporale en général, temporale insulaire. En général, la topographie pariétale et occipitale est très très rare pour les oligodendrogliomes. Là, le traitement est l'exérèse chirurgicale, toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque ce sont des tumeurs, des lésions de bas grade. La chirurgie en conditions éveillées est très intéressante pour ce genre de lésions afin de conserver la fonction et la qualité de vie chez votre patient, mais aussi d'allonger la médiane de survie. Alors, pour la médiane de survie, donc ce sont des tumeurs de bon pronostic en général. La médiane de survie est de 4 jusqu'à 11 ans pour certains cas. Donc voici, comme je viens de le dire, en scanner cérébral, sans injection de produit de contraste, vous voyez ici les fameuses calcifications, donc qu'on voit en hyperdense. Donc c'est une densité calcique, comme on voit ici, au niveau de l'os, donc avec cette image blanchâtre. Donc pour l'IRM cérébral en séquence T1, sans injection de produit de contraste, vous voyez, on arrive vraiment très très difficilement à discerner les limites ou bien même la lésion elle-même, donc qui se présente en hyposignal ou bien en isosignal en T1, mais en T2, donc comme on l'a dit, donc c'est un signal qui est hétérogène ou bien en nid d'abeille du fait de la présence de calcification et de remaniement au niveau de la lésion. Et la topographie, comme je viens de le dire, elle est en général lobaire, donc frontale ou temporale insulaire. Donc voilà pour les tumeurs gliales astrocytaires et oligodendrocytaires. Alors, une autre entité, donc, ce sont les tumeurs épandymères. Donc, les épendymomes intracérébraux. Donc, les épendymomes intracérébraux, donc, ce sont des tumeurs neuroépithéliales, donc charnues, qui sont d'aspect, enfin, de couleur rosée, qui sont en général bien limitées, non encapsulées, et qui naissent à partir des cellules épandymères tapissant les parois du quatrième ventricule. Là, j'ai restreint la définition macroscopique histologique aux tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Pourquoi? Parce que ce sont des tumeurs qui sont très fréquentes chez l'enfant
et au compartiment sous-tentoriel. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Au contraire, bien au contraire, elles existent au niveau sustentoriel, surtout chez l'adulte, mais elles sont nettement plus rares. Alors, l'aspect microscopique, l'aspect typique, il est en tube épithéliaux, pseudo-rosette périvasculaire, ce n'est pas la peine d'apprendre ça. Donc, la classification OMS 2016, donc, qui a défini trois sous-types. Le grade 1, donc le myxopapillaire. Le myxopapillaire qui n'est pas une tumeur cérébrale, sachez-le, c'est une tumeur du cône terminal en général au niveau rachidien. Le subépendymome qu'on voit surtout à l'étage sustentoriel, dans le cadre d'une maladie bien bien définis, donc l'astrocytome, les superpendymums. Les grades 2, donc l'épendymome proprement dit, donc il peut être de plusieurs types, cellulaire, tannicitaire, papillaire, à cellules claires et mixtes. Donc je vous le dis, ce n'est pas la peine d'apprendre tous ces sous-types, il faut apprendre ce qui est le plus important. Le grade 3, bien sûr, c'est un haut grade, donc ce sont les épendymomes anaplasiques. Alors, pour les épendymomes, ils représentent moins de 10% de l'ensemble des tumeurs intracérébrales primitives. Ils représentent 3% des tumeurs gliales, mais ceci dit, 30% quand même des tumeurs intracérébrales chez l'enfant. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc, 30% des tumeurs intracérébrales. Donc, 70%, vous le voyez, je viens de le dire, ils sont infratentoriels. Et bien sûr, ils atteignent l'enfant d'âge scolaire. Alors, pour ce qui est du point de vue clinique, donc ce sont des tumeurs qui se manifestent par un syndrome cérébelleux, donc quand elles atteignent bien sûr la fosse cérébrale postérieure, un syndrome cérébelleux. L'atteinte des nerfs crâniens n'est pas aussi rare que ça. Donc l'atteinte des nerfs crâniens, pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des tumeurs qui infiltrent le plancher du quatrième ventricule, et vous savez très bien le plancher du quatrième ventricule, donc le tronc cérébral, face postérieure du tronc cérébral, qui bien sûr est le siège des différents noyaux des nerfs crâniens. Donc ce sont des tumeurs qui peuvent se manifester également par un syndrome d'hypertension intracrânienne, en général qui est tardif, contrairement à une autre entité qu'on va voir par la suite. Et bien sûr, là, le risque, c'est l'engagement amygdalien. Donc là, un engagement amygdalien, pourquoi? Parce que c'est une tumeur qui va obstruer l'orifice du V4 ou bien l'aqueduc cérébral, l'aqueduc de Sylvius, et qui va entraîner une hypertension ou bien une hydrocéphalie en amont, et bien sûr une hypertension intracrânienne avec risque d'engagement amygdalien et risque de mort subite chez l'enfant. Alors, sur l'imagerie, sur les examens complémentaires, c'est une masse hétérogène au scanner qui est iso ou hyperdense. Elle est en général polylobée. Elle est hétérogène avec des kystes et des calcifications et même parfois des remaniements hémorragiques. La prise de contraste, elle est hétérogène. Et bien sûr, sur le scanner, il ne faudra pas omettre de vérifier l'absence ou non d'hydrocéphalie menaçante. Alors, sur l'IRM cérébral, c'est une lésion qui est en ISO, en hyposignal T1. Elle est hétérogène en T2 du fait de la variabilité histologique de la lésion elle-même. Donc, bien sûr, sur l'IRM cérébral, il faudra vérifier les rapports de la lésion, notamment avec le plancher du quatrième ventricule, mais également les différents prolongements cisternaux, donc vers la citerne de l'ongle ponto-cérébelleux à travers les orifices de Luschka. Alors, ce sont des tumeurs qui peuvent être malignes, on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent essaimer via le LCR. Donc, bien sûr, un bilan d'extension est nécessaire avec un IRM médulaire chez ces patients. Le traitement, tout d'abord, il faudra gérer votre hydrocéphalie si elle est présente. Sinon, il faudra attaquer la lésion, donc une exérèse chirurgicale suivie ou non de radiochimiothérapie. Tout dépend bien sûr du type histologique et du grading histologique surtout. Et bien sûr, donc la médiane de survie en dépend, donc 50 à 60% de survie à 5 ans. Donc voici sur une IRM cérébrale en séquence T1 sans injection de produit de contraste, en coupe sagittale. Vous voyez que ce sont des tumeurs qui peuvent être très volumineuses. Donc on voit ici une tumeur au niveau de la fosse cérébrale postérieure, de siège ventriculaire. Elle est nichée dans la lumière du quatrième ventricule. Donc vous voyez ici donc cette tumeur-là qui obstrue
l'orifice de l'aqueduc et donc avec une possibilité d'hydrocéphalie en amont. Donc, c'est une tumeur qu'on a dit, comme on a dit tout à l'heure, qui peut être polylobée et bien sûr hétérogène. On le voit mieux en séquence T2 avec cet aspect polykystique, charnu et bien sûr éventuellement des remaniements hémorragiques. Alors, j'ai mis cette image pour vous montrer surtout le prolongement cisternal. Donc, voici un épendymome du quatrième ventricule avec un prolongement cisternal à travers le trou de Douchka à gauche. Donc, pour le traitement, donc, on l'a dit tout à l'heure, donc, vous avez deux alternatives pour la gestion de l'hydrocéphalie si elle est présente. Donc, tout d'abord, les dérivations ventriculaires. Donc, vous avez plusieurs types de dérivations ventriculaires. La plus communément utilisée, c'est la dérivation ventriculo-péritonéale ou bien le shunt ventriculo-péritonéal. Donc, vous allez insérer un cathéter au niveau du ventricule latéral et bien sûr, par la suite, dériver donc le LCR ou bien l'excès de LCR vers la cavité péritonéale afin d'éviter justement un engagement amygdalien chez votre patient. Donc, voici pour la première alternative, donc la dérivation ventriculo-péritonéale. Vous avez plusieurs types, comme je viens de le dire, les dérivations ventriculo-atriales, donc dérivation du LCR dans le cœur, donc, et bien sûr pleurale, etc., etc. Donc, deuxième alternative qui est très, très à la mode et qui est très intéressante aussi et qui est le gold standard actuellement pour les traitements des hydrocéphalies pour ce type de tumeurs, les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, quand elles sont possibles à réaliser, bien sûr. Donc, elles ne sont pas tout le temps possibles à réaliser. Donc, c'est les ventriculocysternostomies. Que veut dire ventriculocysternostomie? Ça veut dire dérivation du LCR ou bien création d'une stomie. Stomie veut dire communication entre les espaces ventriculaires, donc les espaces ventriculaires, les espaces sous-arachnoïdiens, donc ventriculo-cysternostomie. Donc, faire communiquer les cavités ventriculaires avec les cysternes de la base ou bien les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, c'est une technique très, très charmante qui vous permet justement d'éviter toutes les complications et les méfaits de la dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, c'est la deuxième alternative qu'il faudra bien sûr privilégier à la dérivation ventriculo-péritonéale. Je l'ai dit tout à l'heure, si toutefois elle est réalisable. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc, deuxième entité la plus fréquente, on va dire, dans les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, surtout chez la population pédiatrique, ce sont les méduloblastomes. Donc, méduloblastome qui est une tumeur embryonnaire hautement maligne. Donc, c'est un cancer de la fosse cérébrale postérieure de l'enfant. Donc, tumeur embryonnaire hautement maligne qui naît à partir des cellules neuroectodermiques indifférenciées résiduelles du cervelet. Donc, microscopie, donc j'ai mis grade 1, donc c'est une faute de frappe, je m'en excuse d'ailleurs, donc c'est un grade 4, le méduloblastome est un grade 4. Donc, épidémiologie, donc elle est très très fréquente, elle représente 20% des tumeurs intracrâniennes et 35% des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure chez l'enfant. Donc, elle est à prédominance masculine. Donc, chez l'adulte, elle peut être présente, mais surtout à moindre fréquence. La sémiologie, le délai de diagnostic est plus court que chez les patients porteurs d'épendymome. Elle est de 2 à 3 mois. Donc, l'évolution est très, très rapide. Le syndrome cérébelleux stéatocinétique peut être présent, mais par contre, ce sont des tumeurs à expression qui s'expriment en général et fréquemment par une hypertension intracrânienne d'emblée. Alors, du point de vue scanographique, c'est une tumeur médiane, donc elle est vermienne, mais qui peut être latéralisée, donc vermienne chez l'enfant fréquemment, et le nourrisson également, et latéralisée chez l'adulte jeune. C'est une tumeur qui est homogène, arrondie, bien limitée et qui est spontanément hyperdense, contrairement à l'épendymome. Donc, vous avez quelques signes à l'imagerie qui peuvent vous permettre de faire la part des choses, ou bien le diagnostic différentiel entre ces deux lésions. Malgré tout, ça reste très difficile de faire la part des choses en préopératoire. C'est une tumeur qui est en général très volumineuse d'emblée, qui peut atteindre 3 à 4 cm. Imaginez 3 à 4 cm dans une fosse cérébrale postérieure qui est de volume assez réduit et inextensible.
La prise de contraste, elle est franche et homogène. Et ce qui différencie des épendymums, c'est l'œdème périlésionné. Vous avez un œdème périlésionné qui est très important dans les méduloblastomes. Et bien sûr, il ne faudra pas négliger l'hydrocéphalie dans ce genre de lésions, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, par le même mécanisme, une sténose de l'aqueduc. Alors, pour l'IRM cérébral, donc ce sont des lésions qui apparaissent en iso ou bien en hyposignal T1, en hypersignal T2 et en prise de contraste intense. Donc, la prise de contraste, cette fois-ci, peut être leptoméningée ou bien même au niveau des espaces sous-arachnoïdiens et des espaces périmédulaires. Donc, c'est une tumeur, on l'a dit, hautement maligne qui peut essaimer facilement et même enfin, avoir un diagnostic de métastase au moment enfin, plutôt au moment de la consultation. D'où la nécessité d'un bilan d'extension d'emblée, donc avec des IRM médulaires. Alors, donc pour le traitement, donc bien sûr gestion d'hydrocéphalie dans un premier temps, si celle-ci est présente, et bien sûr traitement exérèse chirurgical la plus complète possible, si elle est possible et réalisable, bien sûr tout en préservant le pronostic fonctionnel chez votre patient. Donc il ne faut pas oublier qu'on est à proximité du plancher du quatrième ventricule, et traumatiser le plancher du quatrième ventricule veut dire trouble neurovégétatif, coma, etc., etc. Donc, exérèse chirurgical, parfois subtotal, malheureusement. Donc, alors, pour les critères de bon pronostic, vous avez un enfant un enfant de plus de 3 ans, qui est âgé de plus de 3 ans, absence de résidus tumoral après chirurgie et l'absence de métastase. Donc, ces trois facteurs-là sont des facteurs de bon pronostic qui peuvent déterminer une bonne médiane de survie chez votre patient. Alors, voici en image donc la représentation en IRM, en scanner et en IRM d'un méduloblastome. Donc, vous voyez, c'est une tumeur médiane, donc vermienne, donc avec un aspect isodense au scanner, sans injection de produits contraste. À l'IRM, donc c'est une lésion qui est en hyposignal ou bien en hypoisosignal, avec un rehaussement très très important en séquence T1 avec l'injection de produits de contraste. Vous voyez le rehaussement, ce sont des tumeurs qui sont très très volumineuses lors du diagnostic. Donc vous voyez des patients que vous allez opérer d'emblée lors de la consultation. Alors, pour les méduloblastomes, vous avez le deuxième type, donc les méduloblastomes latéralisés qui peuvent mimer une tumeur de l'angle pontocérébelleux ou bien d'autres tumeurs telles que les métastases chez l'adulte. Donc, ce sont des tumeurs latéralisées qui surviennent surtout chez l'adulte ou bien l'adulte jeune. Alors, pour les méduloblastomes, donc je l'ai mis pour que vous le sachiez, ce n'est pas à apprendre. Donc, la classification génétique, il y a deux classifications par rapport au méduloblastome. Classification histologique tout d'abord. Donc, vous avez 4 sous-types. Le sous-type classique, qui est le plus fréquent, il représente à lui seul presque 70% de l'ensemble des méduloblastomes. Il est de plus ou moins de bon pronostic. Le type desmoplasique ou bien nodulaire, qui est également de bon pronostic. Donc, le sous-type anodularité extensive, donc les médulo-anodularité extensive, et les sous-types anaplasiques, qui sont très très méchants. Par rapport à la classification génétique, vous avez le WNT activé, qui est de bon pronostic également, le SHH, ou bien Sonic Head Hodge, activé TP53 mutant, qui est de plus bon pronostic que le TP53 sauvage, qui est en général malin, très très malin. Et bien sûr, vous avez les non-WNT, non-SSH. Donc voilà pour la classification des méduloblastomes. Donc, ce n'est pas à apprendre, bien sûr. Sachez que le sous-type le plus fréquent est le sous-type classique. Alors, pour les particularités des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, à ne pas oublier, donc surtout au niveau de la consultation du pavillon des urgences, ce sont des lésions qui atteignent la population pédiatrique assez souvent. Donc la fosse cérébrale postérieure, il faut le savoir, c'est un espace qui est inextensible. Il est délimité par un trou occipital en bas, bien sûr, l'orifice de la tente en haut. Donc, l'hydrocéphalie peut survenir facilement par obstruction des voies d'écoulement du SCR, notamment l'aqueduc cérébral ou bien l'aqueduc de Sylvius.
Et bien sûr, le risque d'engagement amygdalien est imminent. Donc, il faudra traiter le patient très, très rapidement. Donc, souvenez-vous de ces 4 points, ils sont à retenir. Alors, on passe à une autre entité, donc une tumeur extra-axiale cette fois-ci. Donc, ce sont les schwannomes vestibulaires. Alors, on reste toujours dans la fosse cérébrale postérieure. Donc, c'est une tumeur qui est bien limitée, encapsulée, donc jaunâtre, sphérique et de consistance élastique. Et parfois, elles sont kystiques. Donc, c'est une tumeur bénigne, il faut savoir, et d'évolution très très lente. L'évolution du diamètre est estimée à 1 à 2 mm par an. Et bien sûr, des tumeurs qui naissent à partir des cellules de Schwann. La cellule de Schwann qui participe ou bien qui forme la gaine de myéline des nerfs périphériques. Et bien sûr, surtout pour les schwannovestibulaires, du nerf vestibulaire. Donc avant, on ne connaissait pas l'origine exacte, donc on disait neurinome de l'acoustique, neurinome de l'angle pontocérébelleux, mais actuellement, l'appellation est schwannome vestibulaire. Donc on sait maintenant que ces tumeurs-là naissent à partir des cellules de Schwann de la gaine du nerf vestibulaire, le plus fréquemment. Donc, ces tumeurs, du point de vue épidémiologique, elles représentent 6% des tumeurs intracérébrales, mais ceci dit, 20% des tumeurs de la fosse cérébrale chez l'adulte et 90% des tumeurs de l'ongle pontocérébelleux. Donc, elles représentent la quasi-majorité des tumeurs de l'ongle pontocérébelleux. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres lésions, comme les méningiomes de l'ongle pontocérébelleux et les autres lésions également. Donc, elles peuvent survenir dans un cadre sporadique ou bien dans le cadre de maladies génétiques héréditaires comme les neurofibromatoses, notamment la neurofibromatose type 2, donc la NF2. Donc, du point de vue microscopie, donc, vous avez deux types, donc les types en Anthony A et Anthony B. Alors, pour la sémiologie, donc c'est une sémiologie très très classique, donc elle a été décrite bien avant, donc avec une chronologie de Cushing qui atteint la femme jeune de 50 ans, avec le premier stade, donc le stade autologique. Donc c'est très très classique quand vous interrogez votre patient. Vous avez premièrement une surdité de perception, donc votre patient présente une hypoacousie, vous avez le fameux signe du téléphone. Donc une surdité de perception unilatérale, très très important à signaler, des acouphènes ou bien des signes vestibulaires à type de vertige ou bien de nystagmus. Alors, deuxième stade, quand votre neurinome commence à prendre du volume, le stade neurologique, avec une atteinte des nerfs crâniens, notamment les nerfs crâniens qui siègent au niveau de l'angle pontocérébelleux, au niveau du tiers supérieur, donc c'est surtout le nerf trijumeau, avec une hypoesthésie faciale, un réflexe cornéen qui devient absent, une paralysie faciale, périphérique, bien sûr, elle n'est pas centrale, puisque c'est le nerf qui est atteint, et bien sûr une atteinte des nerfs mixtes. Donc sur la portion inférieure de l'angle pontocérébelleux, vous avez vos nerfs mixtes, donc le 9, le 10 et le 11, qui peuvent être atteints au stade neurologique. Et bien sûr, vous pouvez avoir un syndrome cérébelleux cinétique, puisque l'hémisphère cérébelleux est refoulé par la lésion. Et bien sûr, vous pouvez avoir une atteinte des voies longues, à savoir un syndrome pyramidal contralatéral par compression du tronc cérébral. Donc le stade ultime, qui ne devrait pas exister à l'heure actuelle, justement, donc le stade d'hypertension intracrânienne, ou bien le stade de complication. Stade de complication par rapport à quoi? Donc là, dès que le neurinome va atteindre un volume assez considérable, vous aurez bien sûr un blocage des voies d'écoulement et bien sûr une hydrocéphalie. Donc là, automatiquement, vous aurez un patient qui se présentera avec des signes d'hypertension intracrânienne, d'où l'urgence. Alors, pour la TDM cérébrale, donc c'est une tumeur qui est en isodensité par rapport au parenchyme cérébral. Elle est homogène, bien limitée. En général, elle est ovalaire ou bien grossièrement arrondie. Elle est insérée sur la face postérieure du rocher et elle est centrée sur le conduit auditif. Donc, vous savez, le conduit auditif, vous avez 3 portions. Donc, vous avez la première portion donc, qui est le porus, ici. Donc, vous avez le porus qui est là. Donc, porus, c'est l'entrée du conduit auditif interne. Donc, ensuite, vous avez le corps du conduit auditif interne et ensuite, vous avez le fundus ou bien le fond du conduit auditif interne. Donc, voilà, pour que ça soit clair. Alors, l'IRM cérébral, donc c'est une lésion qui est en isosignal T1, hypersignal T2 avec une prise de contraste qui est homogène. Mais parfois, la prise de contraste est hétérogène dans certains types de neurinomes qui sont kystiques. Donc, ce sont des tumeurs
assez quand même difficile à opérer. Le prolongement intraméatal est bien sûr pardon, étudié sur l'IRM cérébral en séquence assez particulière qui est la séquence 6. L'exploration auditive est de mise, bien sûr. Il faudra explorer votre patient du point de vue fonctionnel, car on aura recours à une chirurgie d'exérèse tumorale, une chirurgie carcinologique, mais fonctionnelle également, puisqu'il faudra préserver euh, l'audition, si on le peut, bien sûr, et bien sûr la fonction faciale. Bien sûr, vous aurez recours à la pratique d'audiométrie afin de déterminer le seuil enfin de surdité de votre patient, et bien sûr les potentiels évoqués auditifs également. Donc le traitement, comme j'ai dit, donc c'est l'exérèse chirurgical, ou bien pour les stades, pour les neurinomes de petit volume, on pourrait avoir recours à la radiochirurgie. Alors voici, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc sur le scanner cérébral en coupe axiale, en fenêtre parenchymateuse, vous avez votre lésion qui est là, centrée sur le conduit auditif et bien sûr insérée sur le bord postérieur du rocher. Donc elle est en hypodensité. Donc sur les séquences IRM, donc c'est une tumeur qui est ovalaire, donc grossièrement ovalaire, avec un prolongement intraméatique. On le voit ici, c'est une tumeur qui rentre dans le conduit auditif interne, ou bien dans le méa acoustique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc l'étude des rapports avec le nerf facial et le nerf, ou bien plutôt le paquet acoustico-facial se fait sur la séquence 6, du même que le prolongement intraméatal. Alors, je l'ai mis en rouge, donc c'est très important. Donc, toute hypoacousie unilatérale d'installation progressive chez une femme d'un moyen âge de 50 ans est une tumeur de longue ponte cérébelleuse jusqu'à preuve du contraire. Il faut le savoir. Donc, si vous avez une hypoacousie ou une surdité de perception, je dis bien, unilatérale, qui commence à s'installer, qui commence à s'aggraver dans le temps, chez une femme de la 5e ou de la 6e décade, il faudra penser à un vestibulo-vestibulaire. Alors, deuxième, plutôt une autre entité, toujours dans les tumeurs extra-axiales, donc une entité assez fréquente, c'est d'ailleurs la tumeur la plus fréquente après les gliomes, après les tumeurs gliales. Donc, ce sont les méningiomes. Donc, les méningiomes qui sont une tumeur bénigne d'évolution très très lente, qui prennent naissance à partir des cellules arachnoïdiennes. Donc, du point de vue macroscopique, elles sont rosâtres. Ce sont des tumeurs qui sont très très vascularisées. Et bien sûr, ce sont des tumeurs extra-axiales. Donc, ça veut dire qu'elles refoulent le parenchyme cérébral sans l'envahir. Donc, la base d'insertion, elle est bien sûr au niveau de la dure mère, avec bien sûr un éventuel ostéum d'insertion. Donc, une réaction osseuse au niveau de l'insertion de la tumeur. Donc, ce sont des tumeurs de grade 1 en général, mais ils peuvent être de type 2 ou 3. Donc, type 2, atypique ou anaplasique de type 3. Alors, donc, on l'a dit, donc, ce sont des tumeurs bénignes d'évolution très très lente, comme les neurinomes, comme les juvanomes, donc qui atteignent en général la femme de 50 ans. Ils peuvent être uniques ou bien rentrer dans le cadre d'une neurofibromatose, d'une phacomatose. Alors, la sémiologie, donc, elle dépend bien sûr de la topographie. Donc, vous pouvez avoir des méningiomes au niveau supratentoriel comme au niveau infratentoriel. Donc, les méningiomes, donc ça peut survenir partout. Donc, le siège est ubiquitaire. Donc, avec des méningiomes au niveau de la convexité, au niveau de la faux, au niveau parasagittal, au niveau de la base, mais également au niveau de la face postérieure du rocher également. Donc, vous avez plusieurs topographies pour ce genre de tumeur. Alors, sur la TDM cérébrale, donc c'est une lésion qui est spontanément hyperdense, du fait qu'elle soit très vascularisée. Elle est parfois isodense par rapport au parenchyme cérébral. Elle est bien limitée, donc avec une capsule arachnoïdienne, bien sûr. La prise de contraste, elle est homogène, mais très très importante, avec bien sûr la possibilité d'avoir des calcifications. Et bien sûr, l'œdème périlésionnel qu'on va voir sur le scanner cérébral ou bien sur l'IRM. Alors, sur l'IRM, elle est en isoniposignalité en T2, alors avec une interface arachnoïdienne. L'interface arachnoïdienne, pourquoi je l'ai mise? Parce que c'est très important pour nous neurochirurgiens. Donc, l'interface arachnoïdienne, donc, c'est un plan de clivage
entre la tumeur elle-même et le parenchyme cérébral avoisinant. Donc, cette interface-là nous facilite en général l'exérèse chirurgicale. Donc, un signe très important qui est le dural tail. Le dural tail ou bien l'aspect en queue de comète qui est quoi? Donc, qui est la prise de contraste donc, au niveau du siège ou bien de la base d'insertion du méningium. Donc, ça s'appelle le dural tail qui est typique du méningium. Alors, pour le traitement, ce sont des tumeurs bénignes, donc l'exérèse chirurgicale totale est de règle quand elle est possible, bien sûr, et en général, c'est le cas. Mais parfois, on a recours à des exérèses subtotales ou bien partielles, avec bien sûr un traitement adjuvant, à savoir une radiothérapie ou bien une radiochirurgie, mais également des hormonothérapies. Donc des hormonothérapies qui sont toujours un sujet d'étude et qui n'ont pas apporté vraiment leurs fruits au jour d'aujourd'hui. Alors, je vous ai mis quelques exemples de méningiome. Donc, sur le scanner cérébral, donc sans injection de produit de contraste, vous voyez que c'est une tumeur qui est isodense au parenchyme cérébral, donc iso ou légèrement hyperdense, avec une prise de contraste très très intense, très importante sur le scanner avec injection de produit de contraste, avec un œdème périlésionnel très important, et avec une hyperostose ici, qu'on voit ici, donc l'hyperostose, ou bien la réaction, l'ostéome d'insertion, comme on l'appelle en neuroimagerie. Donc sur l'IRM cérébral, donc c'est une lésion qui est en iso signal, en T1, sans injection de produit de contraste, et en hypersignal, excusez-moi, en séquence T2. Donc voici le fameux ou bien la fameuse interface arachnoïdienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce petit liseré qui est en hyposignal T2, donc qui est une interface ou bien un plan de clivage entre le méningium et le tissu cérébral. Et bien sûr, c'est une tumeur qui est hautement vascularisée, donc avec un aspect, avec une prise de contraste pardon, très très importante en séquence T1 avec injection de produits de contraste. Donc voici donc cette image-là. Donc c'est une tumeur, un méningiome de la convexité cérébrale. Alors, une autre entité, donc un méningiome de la base, cette fois-ci, donc un méningiome olfactif ou bien de l'étage antérieur de la base du crâne. Donc, vous voyez pourquoi on l'appelle olfactif, parce qu'il est niché sur la lame criblée de l'ethmoïde et qui naît bien sûr des filets olfactifs, des filets du nerf olfactif qui ont une émergence ici au niveau de la lame criblée de l'ethmoïde. Donc, vous voyez, c'est une tumeur qui est toujours iso et hyperdense. Donc là, elle est hyperdense et qui prend fortement le contraste sur ce scanner avec injection de produits de contraste. Elle est isodense toujours en séquence T1 sans injection de produits de contraste. Donc, regardez l'œdème périlésionnel en hypersignal et bien sûr toujours l'interface arachnoïdienne dont je parlais tout à l'heure. Donc, voici un méningiome olfactif. Donc, une autre entité, donc méningiome de la faux. Donc là, on est toujours au niveau sustentoriel. Donc, avec ce méningiome qui a sa base d'insertion ici au niveau de la faux du cerveau. Donc, dans ce cas-là, donc c'est un tiers antérieur. Alors, on passe maintenant aux tumeurs de la région hypophysaire. Donc, je dis bien tumeurs de la région hypophysaire, pas de la glande hypophysaire, parce qu'elles sont multiples, ces tumeurs-là. On peut avoir de tout. On va commencer par les adénomes hypophysaires, donc les tumeurs de la glande hypophysaire proprement dite. Donc, en macroscopie, donc c'est une tumeur, une prolifération tumorale qui est souvent bénigne, mais attention, elles peuvent être de haut grade, assez malignes. Elles sont développées au développement d'une ou plusieurs lignées cellulaires de l'anti-hypophyse. Donc, vous en avez plusieurs. Donc, chaque lignée peut engendrer un adénome hypophysaire. Donc, c'est une masse qui est unique, en général, blanchâtre. Elle est molle, friable, encapsulée et peu hémorragique. Vous avez sur la description de l'OMS 2016, vous avez selon les différentes lignées, les différentes sécrétions. Vous avez les adénomes les plus fréquents, ce sont les lactotropes, les adénomes à prolactine, qui représentent à eux seuls 30 à 40% de l'ensemble des adénomes hypophysaires.
Ensuite, par ordre de fréquence, vous avez les adénomes somatotropes, les adénomes AGH, et ensuite les adénomes corticotropes, thyréotropes, gonadotropes, donc de faible fréquence. Et vous pouvez avoir, bien sûr, une association. L'association la plus fréquente est celle des adénomes lactotropes et somatotropes, donc à cellularité mixte, on les appelle. Et vous pouvez avoir, bien sûr, un adénome qui est dénué de toute sécrétion, donc qu'on appelle adénome chromophobe. Alors, ces tumeurs-là représentent 10% des tumeurs intracrâniennes primitives de l'adulte, mais elles sont rares chez l'enfant. Elles existent, mais elles sont rarissimes chez l'enfant. Alors, la sémiologie, comme on vient de le dire, elle dépend de la sécrétion, donc de la lignée attente. Vous avez l'évolution en 3 phases bien distinctes. Première phase, la phase intra-hypophysaire. Donc, pour les adénomes sécrétants, vous avez l'adénome lactotrope qui va se manifester en général chez la femme avec un syndrome d'aménorrhée galactorée. Chez l'homme, c'est surtout les troubles de la libido, mais vous pouvez avoir des galactorées aussi chez l'homme, c'est décrit. Mais pour les adénomes somatotropes, vous avez le syndrome acrofacial, donc l'acromégalie, avec une modification de la face, avec des lèvres épaissies, donc une raucité de la voix, une pardon, euh, comment dirais-je, une accentuation des rides, donc une augmentation de la pointure chez le ou la patiente, des doigts qui sont boudinés, et bien sûr, au stade de décompensation, vous pouvez avoir une acromégalie par contre qui atteint tous les viscères. Donc c'est la viscéromégalie, avec une cardiomégalie, hépatomégalie, etc., etc. Pour les adénomes corticotropes, donc c'est le syndrome de Cushing. Alors, pour la deuxième phase, donc c'est la phase intracellaire. Donc là, l'adénome commence à prendre du volume et bien sûr commence à augmenter, plutôt à pousser l'appareil visuel. Donc, bien sûr, vous aurez à ce stade-là un syndrome optochiasmatique. Optochiasmatique qui va se manifester par une baisse de l'acuité visuelle, en général qui est bilatérale, une atteinte du champ visuel avec une hémianopsie bitemporale, puisque l'attente est chiasmatique, et bien sûr des perturbations du fond d'œil. Vous pouvez avoir à ce stade-là des céphalées. Céphalées pourquoi? À cause de la distension de la dure-mère de la loge célaire. Donc voilà pourquoi vous avez des céphalées à ce stade-là. La dernière phase, c'est la phase de complication, avec bien sûr un syndrome d'hypertension intracrânienne, mais également un syndrome du sinus caverneux, avec une atteinte des différentes paires crâniennes, ou bien des nerfs oculomoteurs. Alors, pour la pour la TDM cérébrale, c'est une tumeur qui est nichée dans la selle turcique, elle est intracellaire, elle est en général isodense, les adénomes hypophysaires ne prennent pas le contraste, attention, c'est l'hypophyse qui prend le contraste quand vous voyez le scanner et l'IRM cérébral. Pour les macroadénomes, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous avez un amincissement du plancher cellaire, il peut être complètement détruit par le volume de l'adénome qui a une croissance cellaire et intracellaire et qui peut avoir même une extension en infracellaire, supracellaire ou latérocellaire. Et bien sûr, vous pouvez avoir une hydrocéphalie par compression du V3 en amont. Alors, sur l'IRM cérébral, donc c'est l'examen de référence pour les adénomes hypophysaires. Donc, vous avez une tumeur qui est en hyponisocénial T1, T2, qui est faiblement ou pas du tout rehaussée par le produit de contraste. Donc, l'IRM cérébral précise les dimensions. Donc, il est nommé pico-adénome quand il est à 3 ou bien moins de 3 mm. Très, très difficile de faire le diagnostic à ce stade-là. Quand il est le diamètre est inférieur à 10 mm, il est nommé microadénome et vous avez le macroadénome quand le volume dépasse les 10 mm. Donc, l'IRM étudie les rapports avec les nerfs optiques et surtout le chiasma. Donc, c'est important pour nous afin de déterminer l'attitude chirurgicale vis-à-vis de ces lésions. Et bien sûr, donc l'IRM met en évidence la position de l'hypophyse saine. Alors, votre patient devra bénéficier d'un bilan visuel complet et précis, donc avec l'acuité visuelle, l'étude de l'acuité visuelle, le champ visuel, fond d'œil et éventuellement de l'OCT, afin de déterminer le nombre ou bien de la qualité des fibres du nerf optique qui sont toujours fonctionnelles. Le bilan endocrinien
il n'est pas à discuter, il faudra le faire. Donc, l'exploration des différents axes, de tous les axes, donc de toute antéhypophysaire, et le traitement, donc toujours et toujours tenter un traitement médical. Donc, les gens pensent que l'adénome-hypophysaire est de traitement strictement chirurgical. Bien au contraire, le traitement médical est très très intéressant dans les adénomes hypophysaires, surtout à prolactine et les adénomes somatotropes. Mais parfois, le traitement n'est pas suffisant, traitement médical, et on a recours à la chirurgie. Recours à la chirurgie quand est-ce? Parfois quand le traitement, quand l'adénome pardon, est résistant au traitement médical, quand vous avez un pronostic visuel qui est mis en jeu, quand vous avez par exemple un désir de grossesse dans les adénomes lactotropes, par exemple à prolactine, et vous avez d'autres cas également. Le traitement, bien sûr, par chirurgie, il faudra toujours privilégier une voie endoscopique endonasale. Donc voici en imagerie, donc sur le scanner cérébral, donc c'est une tumeur qui est nichée dans la loge hypophysaire, donc avec un aspect isodense et parfois hypodense. Donc, et ces tumeurs-là qui peuvent atteindre des volumes vraiment impressionnants et envahir le sinus caverneux, comme on le voit ici. Donc, voilà un envahissement des sinus caverneux. Vous voyez l'artère carotide interne dans son trajet supracaverneux et caverneux ici, à ce niveau, qui est bien sûr envahi et infiltré par la tumeur. Vous voyez ici le chiasma optique qui est refoulé par la lésion, qui est en train de s'accroître et si on ne la traite pas à ce stade-là, elle pourra même obstruer ici le V3 ou bien refouler le V3 avec un risque d'hydrocéphalie. Donc voilà sur l'IRM cérébral, sur le scanner IRM, l'aspect d'un adénome hypophysaire. Donc vous avez plusieurs diagnostics différentiels pour l'adénome hypophysaire. Donc on va en voir un tout de suite. Donc le craniopharyngiome, mais bien sûr les méningiomes du tubercule de la selle turcique. Donc les méningiomes tubercules de la selle turcique, on a vu tout à l'heure les méningiomes qui sont des tumeurs extra-axiales et qui peuvent se situer à ce niveau-là et bien sûr mimer la clinique d'un adénome hypophysaire. Sauf que les troubles visuels sont en premier plan. Alors, l'apoplexie, donc je voulais en parler puisque c'est très important, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique dans les adénomes hypophysaires. Pourquoi? Parce que c'est une transformation nécrotico-hémorragique de l'adénome et qui va bien sûr induire des troubles visuels d'installation brutale avec un risque un risque de cécité pour le patient, une atteinte des nerfs oculomoteurs, donc avec une atteinte qui est inconstante, et bien sûr un syndrome pseudo-méningé, un syndrome d'hémorragie méningée avec des céphalées très très importantes. Donc dès que vous avez un patient qui présente un adénome hypophysaire et qui manifeste des troubles visuels d'installation brutale, des céphalées intenses, éventuellement une atteinte des nerfs oculomoteurs, pensez à l'apoplexie, qui est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, voici en image. Donc, vous voyez ici sur cette coupe le remaniement nécrotico-hémorragique. Donc, ce qui est en hypersignal, donc c'est du sang. Donc, ce qui est en noir, c'est de la nécrose. Alors, pour les tumeurs de la région hypophysaire, vous avez la deuxième entité, la plus fréquente. Donc, ce sont les craniopharyngiomes. Craniopharyngiome qui est une tumeur épithéliale, elle est bénigne du point de vue histologique, mais assez maligne. Maligne pourquoi? Parce que c'est une tumeur qui infiltre. Elle infiltre quoi? Elle infiltre les éléments, enfin les nerfs optiques, le chiasma, mais surtout les éléments vasculaires, mais également l'hypothalamus. Voilà pourquoi cette tumeur-là est très très difficile à gérer. C'est une maladie chronique, vraiment chronique, malgré qu'elle soit bénigne sur le plan histologique. Alors, donc en microscopie, donc vous avez deux types, un type adamantin, donc qui se manifeste surtout chez l'enfant, et un type papillaire chez l'adulte. Donc le type papillaire le type adamantin est de moins bon pronostic que le type papillaire. Pourquoi? Parce que le type adamantin est plus infiltrant, nettement plus infiltrant que le type papillaire. Alors, les craniopharyngiomes représentent seulement 1 à 4% des tumeurs intracérébrales, mais 55% des tumeurs supracéllaires de l'enfant et 20% de l'adulte. Vous voyez, c'est énorme. Donc, 55% des tumeurs supracéllaires de l'enfant sont des craniopharyngiomes. Donc, vous avez deux pics d'âge, donc l'enfant d'âge scolaire et l'adulte au-delà de 50 ans.
Donc la sémiologie, donc c'est plutôt le contraire par rapport aux adénomes hypophysaires. Là, ce sont les troubles visuels qui sont en premier plan. Et ensuite, vous avez les troubles endocriniens avec l'atteinte des différents axes. Et par la suite, vous pouvez avoir un diabète insipide ou bien une atteinte hypothalamique. L'atteinte hypothalamique qui peut se manifester par plusieurs signes, comme par exemple l'obésité hypothalamique, etc. Donc voilà pour la clinique. Pour l'imagerie, donc sur le scanner cérébral, donc c'est une tumeur à triple composante. Donc l'aspect il est assez pathognomonique en scanner cérébral. Donc une composante charnue, kystique, calcifiée. Donc la prise de contraste, là, elle est hétérogène. Donc la topographie, elle est supracellaire avec une extension multidirectionnelle. Donc vous pouvez avoir une extension supracellaire, donc en région sous-frontale, ou bien latéralement, ou bien même en région cellaire et infracellaire. Donc sur l'IRM, l'important c'est l'étude des rapports avec les nerfs optiques et le chiasma, donc les rapports vasculaires aussi, mais surtout l'infiltration de l'hypothalamus qui va bien sûr réduire les chances d'exérèse totale chez votre patient et bien sûr augmenter le risque de récidive. Donc, comme pour les tumeurs de la région hypophysaire, donc le bilan visuel, bilan endocrinien. Donc, le traitement, donc, c'est l'exérèse chirurgicale qui est souvent incomplète, malheureusement, du fait des classifications et de l'adhérence de la lésion aux structures neurovasculaires adjacentes, nerfs optiques, chiasma et artères carotides, etc. Donc, bien sûr, on peut avoir recours au traitement hormonal substitutif si votre patient présente un déficit antéhypophysaire, donc un pont-hypopituitarisme. Bien sûr, la radiothérapie est destinée aux patients chez lesquels une chirurgie a été incomplète, subtotale, et on peut avoir recours également à la radiochirurgie parfois. On là, la densité calcique. Donc, sur cette tumeur. Donc là, c'est une tumeur qui est strictement, on va dire strictement kystique, donc avec une portion kystique qui est très très importante. Et voici quelques classifications. Alors, sur une IRM cérébrale, donc voilà toute la problématique des crâniopharyngiomes. Vous voyez là, il y a une infiltration complète de l'hypothalamus avec une évolution, bien plutôt une extension multidirectionnelle, donc intracellaire, supracellaire, rétrocellaire et supracellaire également, supra et rétrocellaire. Donc là, c'est très très difficile d'opérer ce genre de lésion. L'exérèse en général est subtotale et on a recours à la radiothérapie ou la radiochirurgie par la suite. Alors, une autre entité, comme on a vu tout à l'heure, donc on a vu les tumeurs, ce qui est supratentoriel, infratentoriel, tumeurs de la région hypophysaire, et maintenant ce sont les tumeurs de la région épiphysaire, tumeurs de la région pinéale. Donc, tumeurs de la région pinéale, donc c'est une région qui regroupe différentes structures anatomiques, vous l'avez compris. Donc, il peut survenir dans cette région une multitude de lésions tumorales, donc qu'elles soient intraaxiales, intra, extra, etc. Donc, elles représentent, ce sont des tumeurs très très rares, donc moins de 1% des tumeurs intracrâniennes chez l'adulte, elles peuvent atteindre jusqu'à 8% chez l'enfant, donc dans certaines études. Donc, sémiologie, donc vous avez le syndrome de Parisot, donc syndrome de Parisot qui est décrit par une paralysie de la verticalité du regard. Donc, mais sachez-le, il n'y a pas que l'atteinte oculomotrice dans le syndrome Parisot. Donc, il y a beaucoup d'autres signes qu'on va voir une autre fois. Donc, vous pouvez avoir un syndrome endocrinien à type de puberté précoce et bien sûr des signes d'hypertension intracrânienne en cas d'hydrocéphalie. Alors, sur la TDM cérébrale, donc, il faudra chercher des signes d'hydrocéphalie par blocage de l'aqueduc cérébral. Et bien sûr, ce sont des tumeurs qui peuvent être très très malignes. Donc, un bilan d'extension est nécessaire. Donc, notamment une IRM médulaire. Donc, pour la démarche diagnostique, vous avez les dosages des marqueurs tumoraux assez intéressantes dans les tumeurs de la région pinéale, puisqu'elles peuvent orienter le diagnostic, mais également la conduite thérapeutique pour ce genre de lésions. Vous avez les phosphatases alcalines placentaires qui peuvent orienter le diagnostic vers les tumeurs germinomateuses, donc les germinomes,
qui sont des tumeurs très, très radiosensibles et chimiosensibles et qu'on n'a pas à opérer, donc éventuellement, en général. Et vous avez également les alpha-fétoprotéines, les bêta-HCG. Donc, les bêta-HCG, alpha-fétoprotéines, qui peuvent orienter le diagnostic vers les tumeurs germinales sécrétantes, choriocarcinome, etc. Donc le traitement, il dépend de la lésion, de l'histologie de la lésion, du nombre de lésions également, puisqu'elles peuvent être multiples, comme dans les germinomes. Ils peuvent être bipolaires, donc des germinomes au niveau de la région pinéale et au niveau de la région hypophysaire également. On a souvent recours aux biopsies tumorales, que ce soit par biopsie stéréotaxique ou par ventriculocysternostomie associée à un geste de biopsie tumorale. On peut avoir recours aux exéreses chirurgicales quand la tumeur est volumineuse, menaçante, ou bien quand la tumeur est de bon pronostic, enfin du point de vue histologique. Et on peut avoir recours, bien sûr, à la radiothérapie, chimiothérapie. Donc, pour les tumeurs de la région pinéale, donc, je viens de le dire, donc elles sont nombreuses. Donc, vous avez tout d'abord les tumeurs germinales. Donc, tumeurs germinales les plus importantes, c'est les germinomes, les tumeurs à point de départ des cellules germinales. Donc, ils représentent à eux seuls 50% des tumeurs de la région pinéale. Vous avez les autres tumeurs donc à différents stades de la différenciation, donc différenciation embryonnaire avec les tératomes carcinomes embryonnaires, différenciation extra-embryonnaire choriocarcinome, tumeur du sac vitellin. Donc, tumeur du parenchyme pinéal, donc vous avez les différents gradings selon l'OMS, les pinéalocytomes ou bien pinéocytomes, qui est la tumeur la plus bénigne, donc un grade 1 de l'OMS. Les tumeurs du parenchyme pinéal à différenciation intermédiaire, donc ce sont des tumeurs borderline, donc en général de grade 2, mais elles peuvent être vous pouvez avoir les gliomes, les ménangiomes et beaucoup plus, enfin, beaucoup d'autres lésions également. Pour les lésions non tumorales, vous avez les kystes de la glande pinéale. Ce sont des tumeurs, enfin, on va pas dire des tumeurs, mais des kystes bénins. Les kystes arachnoïdiens, les kystes épidermoïdes, etc. Donc voilà pour la répartition des différentes tumeurs de la région pinéale. Donc tumeurs germinales qui sont les plus fréquentes. Vous avez ensuite les tumeurs du parenchyme pinéal, tumeurs des structures avoisinantes et les lésions non tumorales. Donc voici en imagerie, donc au scanner cérébral, donc vous avez ici probablement un méningiome de la région pinéale, donc avec un aspect hyperdense, spontanément hyperdense, enfin plutôt iso-hyperdense au scanner cérébral, donc il est là au niveau de la paroi postérieure du V3, au niveau de la région pinéale, qui est fortement rehaussé par le produit de contraste au scanner. Donc ici on le voit, il est en hypersignal en séquence T1, donc isosignal en séquence T2 est très très fortement rehaussé en séquence T1 avec injection de produit de contraste. Donc vous voyez donc la lésion donc au niveau de la région pinéale ici et qui commence à obstruer donc l'orifice de l'aqueduc. Donc voici pour les tumeurs de la région pinéale. Un petit mot sur la biopsie stéréotaxique. Donc vous voyez, donc c'est une biopsie qui s'effectue grâce à ce cadre, donc on appelle cadre de l'Excel, qui nous permet d'avoir on va dire, un fort degré de précision, donc beaucoup de précision par rapport à la topographie de la lésion, au siège de la lésion. Donc c'est un moyen de diagnostic, donc pour faire des prélèvements au niveau tumoral et qui se fait bien sûr sous anesthésie générale. Alors, une autre entité, donc les lymphomes cérébraux. Donc, j'ai mis 2 mots sur les lymphomes cérébraux primitifs parce qu'ils sont très très rares. Donc, c'est une tumeur maligne qui peut survenir à n'importe quel âge, avec un pic à 60 ans, excusez le défaut, enfin la faute de frappe. Donc, ils n'ont pas d'expression sémiologique pathognomonique, donc ils peuvent survenir sur n'importe quelle topographie cérébrale. Donc, ils sont généralement histologiquement de type B, à grande cellule. Donc, sur la TDM cérébrale, donc c'est une hypodensité qui est très très mal systématisée, donc aucune limite sur la TDM cérébrale. Sur l'IRM cérébral, donc on parle de prise de contraste d'aspect cotonneux.
Donc, c'est décrit comme ça. Donc, pour le traitement, donc c'est une biopsie afin d'établir le diagnostic anatomopathologique qui est suivi de corticothérapie. Donc, ce sont des tumeurs qui répondent très très bien à la corticothérapie et à la chimiothérapie. Donc, le pronostic, il est de 20% de survie à 5 ans. Voilà pour les lymphomes. Donc, dernière entité, donc ce sont les métastases cérébrales. Donc, métastases cérébrales, l'origine, c'est surtout le poumon. Donc, l'appareil, les tumeurs bronchopulmonaires, mais surtout les tumeurs, les néoplasies mammaires. Donc, les deux métropoles d'origine le plus fréquemment incriminées dans les métastases cérébrales. Mais sachez-le, dans pratiquement 20 à 30% des cas, on ne trouve pas de métropole d'origine, donc pas de cancer d'origine. Donc, les métastases peuvent être multiples ou bien uniques au niveau cérébral. Sur la TDM, donc c'est une tumeur iso-hypodense, cernée d'un œdème périlésionnel très très important. Il peut être hémisphérique, donc ce sont des tumeurs très œdématogènes. Sur l'IRM, elles sont en iso-hypo ou bien en hyposignal en T1, hypersignal T2, avec un rehaussement important. On appelle ça prise de contraste annulaire ou bien ring lesion. On va voir ça. Il faudra bien sûr rechercher d'autres métastases. Donc, une métastase devra en faire rechercher d'autres. Et bien sûr, sur un bilan d'extension qui soit au niveau cérébral, avec l'étude de l'ensemble de la partie encéphalique, mais aussi médulaire. Le traitement, donc, en cas de métastase unique accessible, avec une néoplasie primitive qui est contrôlée, donc c'est le traitement chirurgical. Donc, on va opter pour un traitement chirurgical afin de maximiser les chances ou bien la médiane de survie chez notre patient. Et bien sûr, il faudra traiter le cancer primitif. Donc malheureusement, le pronostic, ce sont des métastases, le pronostic est mauvais à long terme. Donc alors là, c'est une question assez fréquemment posée lors des examens. Donc je tenais à mettre cette diapo. Pour le diagnostic différentiel, devant une lésion annulaire ou bien prise de contraste annulaire sur l'IRM, vous avez les ring lesions. Donc, vous avez quatre diagnostics à discuter. Premier diagnostic, c'est le glioblastome, donc à retenir. Donc, deuxième diagnostic, c'est les métastases qu'on vient de voir. Troisième diagnostic, c'est l'hémangioblastome qui est une tumeur vasculaire avec un nodule mural, donc qui est fortement rehaussé par le produit de contraste. Donc, on appelle ça l'image en cerise. Et bien sûr, un kyste important, kyste satellite important. Donc, vous allez dire, c'est une image c'est une image typique d'un astrocystome pléocytique. Non. Là, l'astrocystome pléocytique n'a pas ce rehaussement-là très important. Et elle est d'ailleurs spontanément hyperdense ou bien hypersignal, sans même injecter de produit. Et vous avez le dernier diagnostic, c'est l'abcès cérébral. L'abcès cérébral, donc comment faire la part des choses entre ces différentes entités. Donc, il faudra bien sûr regarder le contexte, donc toujours rechercher donc un contexte de cancer primitif dans les métastases. Dans les hémangioblastomes, toujours faire un bilan d'extension afin d'écarter un éventuel von Hippel-Lindau, donc qui est une phacomatose qui associe différentes localisations de l'hémangioblastomes au niveau viscéral, rétinien, etc. Et pour l'abcès cérébral, c'est le contexte infectieux. Donc, vous avez un contexte infectieux dans lequel va survenir cette lésion cérébrale. Donc, voici grosso modo comment faire la part des choses entre ces ring lesions. Voilà. Alors, on va conclure en disant que au niveau des tumeurs cérébrales, vous avez différentes lésions. Donc, il y a une multitude de lésions cérébrales tumorales, qu'elles soient intra ou extra-axiales. Donc, il faudra faire la part des choses déjà dans votre interrogatoire pour ces lésions-là. La symptomatologie est très, très variée, très riche. Elle dépend de la localisation de la lésion. Chez l'adulte, on a dit tout à l'heure, ce sont les tumeurs sustentorielles qui priment, qui sont les plus fréquentes. Intra-axiale gliomatose, plus de 50 à 60% de toutes les tumeurs intracérébrales. Extra-axiale, c'est bien sûr les méningiomes. Chez l'enfant, ce sont plutôt les tumeurs sous-tentorielles, intra-axiales, avec bien sûr les méduloblastomes, donc qui est la troisième cause un troisième cancer après les leucémies, donc chez l'enfant.
Et bien sûr, le pronostic dépend du type histologique de la lésion, bénigne ou maligne, de la localisation, si elle est superficielle ou profonde, accessible chirurgicalement ou pas, mais aussi de la précocité de la prise en charge. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour la suite. À très bientôt.